Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette rumeur qu'on entend un petit peu partout sur la fin des fonds indiciels, sur le fait que les fonds indiciels seraient une énorme bulle financière qui risquerait d'exploser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce qu'un fonds indiciel, quels sont les problèmes rencontrés, quelles sont les différentes solutions que l'on peut avoir par rapport aux problèmes causés par les fonds indiciels et enfin je te donnerai mon avis sur l'avenir de ces produits financiers. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc selon Michael Burry, qui est l'homme qui avait prédit la crise de 2007. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé en 2007, je vous invite à regarder le film The Big Short qui explique très bien la situation et notamment comment cet homme a découvert la crise qui allait arriver. Selon cet homme, les fonds indiciels poussent les actions à des prix gigantesques qui sont insoutenables et il déclare que le plus longtemps on va inciter les gens à investir dans ce type de fonds, plus gros sera le crash boursier. Ensuite, d'un autre côté, on a Jack Bogle qui est l'inventeur des fonds indiciels qui a déclaré avant de disparaître s'inquiéter de la concentration que pouvaient créer les fonds indiciels et que cela ne serait pas bénéfique pour le futur des investissements en bourse. Donc, en tant que grande fan des fonds indiciels et grande investisseuse dans ceci, je me suis dit, ok, il y a deux grands analystes et investisseurs qui ont une déclaration relativement négative à l'égard de ces produits financiers et donc je vais essayer de comprendre et de vous partager ce que j'ai compris sur la situation actuelle et les problèmes que peuvent causer ces investissements. Premièrement, qu'est-ce qu'un fonds indiciel? Un fonds indiciel, c'est comme un gros panier d'actions dans lequel tu vas pouvoir investir. Donc au lieu d'aller investir dans une action, tu vas investir dans ce gros panier qui lui va détenir plusieurs actions de différentes entreprises. Donc pour toi, c'est comme si tu étais propriétaire d'une petite partie de chacune de ces entreprises. Prenons un exemple, si tu as 1000 € à investir, au lieu de l'investir dans une seule et même entreprise, qui pourrait être risquée, tu peux l'investir dans le S&P 500, qui est donc composé des 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Et donc, de cette manière, tu vas diversifier ton investissement parce qu'au lieu de l'investir dans une seule entreprise, tu vas l'investir dans 500 différentes entreprises. C'est donc un investissement qui est extrêmement populaire, dont je parle beaucoup sur ma chaîne, parce qu'il t'offre à la fois une grande diversité, mais aussi des frais qui sont très bas, contrairement à des fonds d'investissement classiques, parce qu'ils ont des frais qui sont aux alentours de 0,05 à 0, ce qui est impossible avec un fonds d'investissement classique. Si par exemple on prend l'ETF Fidelity qui réplique le S&P 500, les frais sont de 0,015%, et si on prend le fonds Schwab qui réplique aussi le S&P 500, les frais sont de 0,02%, ce qui est extrêmement bas. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas que ça? C'est parce que ces fonds sont gérés de manière automatique, ne sont pas gérés par des personnes et donc il n'y a pas de personnes à rémunérer, ce qui permet de réduire les frais au maximum. Enfin, l'avantage de ces fonds n'est pas uniquement le fait de pouvoir diversifier ton portefeuille ou encore d'avoir des frais très bas, mais surtout ces placements sont extrêmement rentables. Ils sont tellement rentables qu'il a été démontré dans une étude que 95% des gestionnaires de fonds, qui sont donc des professionnels, ne peuvent pas surperformer un indice boursier sur 15 ans. Les fonds indiciels étant basés sur des indices boursiers, cette étude montre que les fonds indiciels sont plus performants qu'un fonds d'investissement classique. Donc voilà, maintenant tu sais exactement qu'est-ce que c'est un fonds indiciel, pourquoi l'utiliser, pourquoi est-ce que c'est si populaire. Et donc maintenant on va passer aux différents problèmes. Le premier problème, c'est la découverte des prix. C'est un argument qui est très logique parce que lorsque tu investis dans un fonds, tu vas investir dans un panier d'actions. Ce qui signifie que tout ce qui se trouve dans ce panier d'actions, eh bien, tu vas investir dedans. Et donc, toutes les actions qui sont présentes dans cet indice vont récupérer une partie de ton argent. Et donc le problème, c'est que si le cours d'une action augmente par le simple fait d'être présent dans un indice boursier et non en analysant les fondements des actifs de cette entreprise, cela peut conduire à un scénario de bulle financière dans lequel tu achèterais de plus en plus tout simplement parce que les actifs augmenteraient proportionnellement de plus en plus. Donc en d'autres termes, ça voudrait dire que les fonds indiciels rapportent plus d'argent, ce qui pousse les gens à investir plus, ce qui signifie que la demande
demande pour ces fonds augmente, ce qui pousse encore plus les gens à acheter et donc à répéter le cycle encore et encore. La deuxième préoccupation que l'on peut avoir, c'est les faibles liquidités. Que se passerait-il si une grande partie des investisseurs souhaitaient liquider leur part dans les fonds indiciels? Ce qui est dit dans beaucoup d'articles que j'ai pu lire, c'est que cela affecterait de manière disproportionnée les petites entreprises disponibles dans ce fonds. Le raisonnement ici, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont présentes dans ces différents fonds et que si d'un coup, en fait, beaucoup de personnes décidaient de vendre leur position et qu'il y a en fait très peu de volume de transactions pour ces entreprises, eh bien il n'y aurait personne pour racheter les parts de ces entreprises et donc cela mènerait à un crash. Très que si énormément de personnes qui ont des parts dans ce fonds indiciel décident de vendre et que ces petites entreprises ne sont pas très populaires et donc ont très peu de transactions par jour, il n'y a pas d'acheteurs, et bien cela va créer un crash parce qu'il n'y aura personne pour racheter les actions qui viennent d'être vendues. Je te coupe 2 minutes pour remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est nul autre que moi. Je voulais te parler de ma formation, la formation We Invest, qui est une formation qui va t'apprendre à investir en bourse. Je t'explique quelle plateforme utiliser, quel compte utiliser, comment déclarer tes impôts, comment optimiser ton enrichissement de manière passive et sur le long terme. Donc si tu souhaites apprendre à investir en bourse et débuter ton enrichissement maintenant, n'hésite pas à checker le lien dans la description. Et on continue tout de suite la vidéo. Donc maintenant que je vous ai exposé ces deux différents problèmes, on va voir qu'est-ce que nous disent les différentes données, les différentes analyses qui ont été menées à l'égard de ces fonds indiciels. Donc l'hypothèse ici, c'est que à partir du moment où une action va entrer dans un indice boursier, elle va automatiquement recevoir de l'argent et donc cela fera monter son prix. Pour analyser cela, j'ai pris une étude qui a été réalisée par Market Sentiment. Lors des recherches, il a été constaté que les actions voient généralement leur prix augmenter une fois qu'il est annoncé qu'elles vont rentrer dans un indice. Mais une fois qu'elles ont été ajoutées, la demande ralentit et les actions reviennent à leur prix normal. Ce qui est plus intéressant, c'est sur le long terme. Il a été constaté que l'ajout d'une action à l'indice n'avait aucun effet permanent sur son prix. Cette analyse a révélé que l'inclusion a son impact maximal dans la semaine précédant l'inclusion, puis chute en raison de la réservation des bénéfices. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien que le prix est impacté par l'engouement, par tout ce qui est créé autour de l'annonce de son entrée dans un indice boursier, mais une fois qu'il entre dedans, l'impact redescend. On voit donc que ce n'est pas l'entrée dans l'indice boursier qui impacte le prix, mais bien l'annonce et donc la popularité, la demande, la forte croissance potentielle de cette entreprise qui va faire monter le prix et donc donner envie aux personnes d'investir dans cette entreprise. Dans l'ensemble, il a été montré que les actions qui ont été ajoutées à un indice n'ont pas enregistré de performance supérieure par rapport aux actions qui n'étaient pas négociées au sein d'indices. Ensuite, ici, ce qui a été analysé, c'est que ce n'est pas uniquement le fait d'entrer dans un fonds, donc d'entrer dans un indice boursier, qui va impacter le cours d'une action, mais véritablement les transactions qui sont réalisées avec l'action de cette entreprise. Selon une étude approfondie réalisée par Vanguard, seuls 5% du volume global des transactions sont capturés par des fonds indiciels. Donc 95%, c'est-à-dire tout le reste, sont réalisés par des traders actifs, des fonds d'investissement, des investisseurs institutionnels ou encore des fonds de pension. Ce qui montre bien que ce ne sont pas les fonds indiciels qui impactent majoritairement les transactions du marché et donc le cours des actions. Donc notre problème numéro 1 concernant la découverte des prix est éliminé car les fonds indiciels impactent à seulement 5% les transactions et selon l'étude menée par Market Sentiment, le fait de faire partie d'un indice n'impacte pas sur le long terme la performance d'une action et donc son prix au fur et à mesure du temps. Enfin, parlons du point concernant les liquidités, qui peut être assez inquiétant parce que si tu n'as pas la possibilité de récupérer ton argent lorsque tu vends tes positions, c'est un réel problème parce que si tu es comme moi, si tu investis, c'est que tu veux récupérer ton argent un jour. Qu'est-ce que nous disent les chiffres ici? Prenons par exemple le S&P 500, qui est basé sur les plus grandes capitalisations boursières américaines. Les 10 premières sociétés représentent environ 28% de l'ensemble des avoirs. Cela signifie que les 490
autres entreprises se partagent les 72% restants de l'investissement que toi tu as fait avec ta part dans ce fonds. En d'autres termes, si tu places par exemple 100 € dans un fonds qui réplique le S&P 500, Apple obtiendra environ 7 € et Ralph Lauren par exemple, qui est beaucoup plus petit, obtiendra 1,5 centime. Parce que le problème de la liquidité reposait sur les petites entreprises, on peut voir ici que ce n'est pas un réel problème. Pourquoi? Parce que, en fait, l'argent est distribué de manière proportionnelle. Et donc, en cas de vente massive, puisque chaque action a été achetée en proportion directe avec sa taille, eh bien, tout devrait fonctionner de manière proportionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas Ralph Lauren qui va devoir vendre toutes ses actions du jour au lendemain, mais plutôt Apple qui a une plus grande capitalisation boursière, qui veut dire une grosse capitalisation boursière, veut dire beaucoup de transactions à la journée, et donc il y aura très probablement beaucoup d'acheteurs qui voudront récupérer ces actions. Donc on peut aussi éliminer notre problème de liquidité. Donc en conclusion, on a pu voir que le problème de la découverte des prix est résolu et le problème de la liquidité, étant donné qu'il est basé sur proportions liées au nombre de transactions à la journée, on a très peu de risques parce que les petites entreprises qui composent les indices boursiers, comme par exemple celle du S&P, ne reçoivent que très peu de notre argent, contrairement aux grosses capitalisations qui reçoivent la plupart de notre argent, mais étant donné qu'elles ont les plus grosses capitalisations, elles ont aussi le plus grand nombre de transactions à la journée. Tout ceci n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Ce qui m'inquiète le plus en réalité, c'est le droit de vote. Normalement, lorsque tu achètes une action, tu as un droit de vote, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voter sur les différentes décisions qui vont être prises dans cette entreprise. Mais étant donné qu'il y a de plus en plus en fait 3 leaders sur le marché, sur les fonds d'investissement qui sont BlackRock, Vanguard et State Street, qui détiennent la plupart des fonds indiciels et autres fonds d'investissement. Ils vont devenir potentiellement au fur et à mesure du temps, si les gens continuent d'investir de manière massive dans les ETF, ils pourraient dominer plus de 81% des droits de vote sur toutes les plus grandes sociétés américaines. Ce qui peut notamment être inquiétant parce que c'est eux qui auraient tout le pouvoir sur les plus grandes sociétés américaines et donc cela pourrait avoir un impact sur le futur de ces entreprises, sur les décisions qui seraient prises à l'intérieur de ces entreprises, etc. Ce que j'aime à penser et que je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est que ces grandes entreprises, elles se font de l'argent lorsque les grandes sociétés performent. Donc même si elles deviennent actionnaires majoritaires dans ces différentes grandes sociétés américaines ou encore françaises, pour moi, les décisions qu'elles vont prendre vont être des décisions positives pour ces entreprises parce que c'est dans leur intérêt qu'elles performent et du coup dans le nôtre. Parce que si nous on arrête de se faire de l'argent, on va arrêter d'investir et donc on ne passera plus par eux et donc ils ne pourront plus se faire autant d'argent. C'est donc un point un petit peu négatif et effrayant de se dire que 3 géants des gestionnaires d'actifs détiennent le droit de vote sur les plus grandes sociétés mondiales. Cependant, j'aime à penser, et je pense que c'est la meilleure manière de penser, c'est qu'elles vont voter en faveur de ces entreprises et en faveur de notre intérêt personnel, parce qu'elles veulent que ça performe, elles veulent que ça rapporte de l'argent. Donc en ce qui concerne les différentes inquiétudes que les news peuvent reporter sur la découverte des prix, sur les liquidités ou encore sur le droit de vote, je pense qu'il n'y a pas de danger immédiat. Concernant le droit de vote, il est quand même important de garder un œil dessus parce que ça peut potentiellement être quelque chose de dangereux à l'avenir, mais actuellement je pense qu'il n'y a pas de réel problème à ça. Ce n'est que mon point de vue, ce ne sont pas des conseils en investissement, donc n'hésitez pas à continuer à faire vos recherches à ce sujet-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura informé, que vous aurez découvert quelques petites choses. J'ai beaucoup aimé faire des recherches à ce sujet-là, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. C'est un petit peu plus différent, un petit peu plus développé que d'habitude, donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!